Salut à tous les passionnés d'histoires inspirantes et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux parcours extraordinaires, aux secrets des puissants et aux récits qui dévoilent les coulisses du succès. Avant de plonger dans cette histoire absolument captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre, une saga fascinante, pleine de mystères, d'ambition et de révélations qui vont vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui va bouleverser votre perception de Barack Obama, l'homme qui a brisé tous les plafonds de verre pour devenir le 44e président des États-Unis. Vous pensez probablement que sa fortune s'est construite sous les ors de la Maison-Blanche, grâce à un salaire présidentiel confortable mais prévisible. Mais la vérité est bien plus intrigante. Derrière l'image du leader charismatique se cache un architecte financier de génie, un homme qui a transformé son histoire personnelle en un empire multimillionnaire, vivant aujourd'hui une vie digne des plus grandes fortunes mondiales. Des manoirs somptueux nichés dans les enclaves les plus exclusives des États-Unis aux contrats à 9 chiffres avec Netflix, en passant par des escapades glamour sur des yachts avec des stars comme Tom Hanks, la vie post-présidentielle d'Obama est un mystère scintillant, mêlant luxe, pouvoir et une quête incessante pour changer le monde. Mais comment un garçon d'Hawaï, élevé dans des circonstances modestes par une mère célibataire, a-t-il pu passer d'un salaire modeste de sénateur à un style de vie rivalisant avec celui des milliardaires? Quel secret financier a-t-il déployé dans l'ombre pour bâtir cet empire? Et surtout, quelles ombres planent sur son ascension, aux des rumeurs de décisions audacieuses, de paris risqués et d'une vision qui semblait presque prophétique? Cette histoire commence dans les rues ensoleillées d'Honolulu, où un enfant métis a forgé son destin contre vent et marée. Et elle vous emmènera à travers les couloirs de Harvard, les studios d'Hollywood et les fairways des golfs les plus prestigieux, jusqu'aux coulisses d'un empire bâti sur l'intelligence, l'opportunité et une résilience à toute épreuve. Mais avant de lever le voile sur ces mystères, dites-moi en commentaire, pensiez-vous que la richesse d'Obama se limitait à son passé de président, ou suspectiez-vous qu'un secret plus grand se cachait derrière son sourire charismatique? Vos réactions m'aident à créer des contenus qui vous captivent vraiment. Dans une petite maison d'Honolulu, sous le ciel bleu d'Hawaï, le 4 août 1961, un cri résonne au Kapiolani Medical Center. Barack Hussein Obama Jr. vient au monde, fils d'Anne Dunham, une jeune étudiante texane pleine de rêves, et de Barack Hussein Obama Sr., un économiste kényan brillant mais distant, rencontré dans un cours de russe à l'université d'Hawaï. Leur histoire d'amour, aussi passionnée qu'éphémère, s'effrite rapidement. À 2 ans, le petit Barack voit son père quitter l'île pour retourner au Kenya, un départ qui marque le début d'une absence paternelle définitive. Anne, à peine sortie de l'adolescence, se bat seule pour élever son fils, jonglant entre études et emplois précaires. Le garçon grandit dans un monde où l'argent est rare, mais où l'amour de sa mère et la chaleur des plages hawaïennes nourrissent son imagination. À 6 ans, sa vie bascule encore. Anne épouse Lolo Setoro, un géologue indonésien, et emmène Barack à Jakarta, une ville grouillante, loin des cocotiers d'Hawaï. Là-bas, dans un environnement vibrant mais chaotique, le jeune garçon découvre un monde nouveau, des marchés colorés, des langues inconnues, et une culture qui élargit son horizon. « J'ai été élevé à la fois comme un enfant blanc et comme un enfant de couleur », dira-t-il plus tard, une phrase qui capture l'essence de son identité métisse, un pont entre deux mondes qui façonnera son regard sur la vie. De retour à Hawaï à 10 ans, Barack est confié à ses grands-parents maternels, Madeleine et Stanley Dunham, un couple modeste mais déterminé à lui offrir les meilleures chances. Ils l'inscrivent à la prestigieuse Punahou School grâce à une bourse, une institution d'élite où il se distingue par son intelligence vive et son charisme naissant. Mais derrière son sourire, il porte le poids de l'absence de son père, mort tragiquement en 1982 dans un accident de voiture au Kenya, un homme qu'il n'aura vu qu'une poignée de fois. Ces épreuves, loin de le briser, forgent une résilience féroce. Barack se jette dans ses études, rêvant d'un avenir plus grand. En 1979, il obtient son diplôme de lycée et s'envole pour le continent, s'inscrivant à Occidental College à Los Angeles. 2 ans plus tard, il rejoint l'université Columbia à New York, où il se spécialise en sciences politiques et relations internationales, décrochant son baccalauréat en 1983. New York, avec son énergie brutale et ses opportunités, devient son terrain d'apprentissage. Il travaille pour Business International Corporation et le New York Public Interest Research Group, des postes modestes mais formateurs, où il aiguise son sens de l'organisation et son goût pour l'impact social. En 1985, une nouvelle étape l'appelle. Barack s'installe à Chicago, une ville où le vent glacial du lac Michigan porte les échos des luttes sociales. Il devient directeur du Developing Community Project,
une initiative affiliée à l'église dans les quartiers défavorisés du South Side. À 24 ans, il se retrouve à la tête d'une équipe, transformant un budget de $70 000 en $400 000 grâce à sa détermination et son talent pour rallier les gens. Il crée des programmes de formation professionnelle, de préparation universitaire et de défense des droits des locataires à Altgeld Gardens, un ensemble de logements sociaux marqués par la pauvreté. Ces années à Chicago ne sont pas seulement un tremplin professionnel, elles ancrent en lui une mission, donner une voix aux oubliés. En parallèle, il conseille la Gamaliel Foundation, un institut d'organisation communautaire, affinant ses compétences de leader. Mais Barak voit plus loin. En 1988, il est accepté à Harvard Law School, une étape décisive. Là, il ne se contente pas d'étudier, il devient le premier président afro-américain du Harvard Law Review, une revue juridique prestigieuse, un exploit qui fait la une des journaux et attire l'attention nationale. C'est aussi à Harvard qu'il rencontre Michelle Robinson, une avocate brillante chez Sidley Austin, dont l'intelligence et la force le captivent. Ils se marient en 1992, unissant leur destin dans une alliance qui deviendra légendaire. En 1991, Barak sort de Harvard avec les honneurs summa cum laude et retourne à Chicago, où il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago pendant 12 ans, d'abord comme conférencier, puis comme senior lecturé. Parallèlement, il s'engage dans des initiatives communautaires, siégeant au conseil d'administration de la Woods Fund of Chicago de 1994 à 2002, levant des fonds pour les quartiers défavorisés. Il préside également la Chicago Annenberg Challenge de 1995 à 2002, une organisation axée sur l'amélioration de l'éducation. Ces années sont cruciales, elles lui donnent une crédibilité politique et un réseau puissant. En 1996, il se présente au Sénat de l'Illinois pour le 13e district de Chicago, remplaçant Alice Palmer. Réélu en 2002, il gagne en visibilité, mais c'est son discours à la Convention démocrate de 2004, un plaidoyer vibrant pour l'unité et l'espoir, qui le propulse sur la scène nationale. En février 2007, il annonce sa candidature à la présidence, défiant des géants comme Hillary Clinton et John McCain. Contre toute attente, il l'emporte en 2008, devenant le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste, un moment historique qui fait vibrer le monde entier. Mais l'histoire que je veux vous raconter ne s'arrête pas à la Maison-Blanche. Si vous pensez que la fortune d'Obama s'est construite sur son salaire présidentiel de $400 000 par an, détrompez-vous. Ce salaire, bien que généreux, n'était qu'une goutte dans l'océan de sa richesse actuelle. Dès les années 2000, Barak pose les bases d'un empire financier avec une clairvoyance remarquable. En tant que sénateur de l'Illinois, il gagne $80 000 par an, un revenu correct mais modeste. Il le complète par un poste de conférencier à l'Université de Chicago, qui lui rapporte $32 000 supplémentaires. Mais Obama ne se contente pas de salaire. Il investit intelligemment, plaçant entre $100 000 et $200 000 dans le Vanguard Wellington Fund, un fonds diversifié qui montre son sens précoce de la gestion patrimoniale. Ses choix, discrets mais stratégiques, plantent les graines d'une fortune qui explosera bientôt. Et c'est là que tout change. Un contrat d'édition signé en 2005 avec Random House va transformer sa vie. Imaginez ceci, un jeune sénateur, encore peu connu hors de l'Illinois, signe un contrat de $1,9 million pour écrire The Audacity of Hope, un livre qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui devient un phénomène culturel. Publié en 2006, ce manifeste d'espoir et d'unité passe 30 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, captivant des millions de lecteurs et consolidant l'image d'Obama comme un leader visionnaire. La version audio du livre remporte même un Grammy en 2008 pour le meilleur album de paroles, une distinction rare pour un homme politique. Mais ce n'est pas tout. Un autre livre, Dream from My Father, publié en 1995, ressurgit après son discours de 2004. Ce mémoire introspectif, qui explore son identité métisse et son enfance, devient un best-seller, rapportant $847 000 en redevances en 2005, suivi de $378 000 en 2006 et $150 000 en 2007. À la veille de sa campagne présidentielle, Obama a accumulé $3,3 millions rien qu'en redevances, faisant de lui un millionnaire avant même de poser un pied à la Maison-Blanche. Ce n'est pas juste un succès littéraire, c'est une stratégie financière magistrale, exploitant sa plume et son charisme pour bâtir une fortune. Pendant ses 2 mandats présidentiels, de 2009 à 2017, Obama gagne $400 000 par an, un salaire respectable mais loin d'être extravagant pour un chef d'État. Pourtant, c'est sa capacité à capitaliser sur sa notoriété mondiale qui fait décoller sa richesse.
Ses livres continuent de se vendre par millions, et après la présidence, ses discours deviennent une mine d'or, rapportant entre 200 000 et 400 000 $ chacun. En 2017, à la fin de son mandat, la fortune nette des Obama est estimée à 40 millions de dollars, un chiffre impressionnant mais qui n'est que le début. Car ce qui se passe après la Maison-Blanche est encore plus stupéfiant. Les Obama ne se contentent pas de vivre confortablement, ils construisent un empire qui rivalise avec celui des titans de l'industrie. Quitter la Maison-Blanche pourrait sembler un point final, mais pour Barack et Michelle, c'est une nouvelle page. Ils s'installent d'abord à Washington, D.C., dans le quartier huppé de Kalorama, où ils achètent en 2017 un manoir de 8,1 millions de dollars. Cette demeure de 9 chambres, avec sa cuisine spacieuse, sa terrasse en pierre et ses systèmes de sécurité dernier cri, est bien plus qu'une maison. C'est un sanctuaire pour une famille qui a vécu sous le regard du monde entier. Kalorama, où résident diplomates et milliardaires, offre l'intimité dont ils rêvent. Mais les Obama ne s'arrêtent pas là. En 2019, ils frappent un grand coup en achetant un domaine de 11,75 millions de dollars à Martha's Vineyard, Massachusetts, une enclave prisée des élites américaines. Ce joyau de 29 acres, avec 7 chambres, une piscine et des vues imprenables sur l'Atlantique, est leur refuge estival. Les pelouses verdoyantes, les couchers de soleil sur l'océan et l'isolement total en font un havre de paix où ils se ressourcent loin des caméras. Ces deux propriétés, d'une valeur combinée de plus de 20 millions de dollars, ne sont pas de simples investissements immobiliers, elles symbolisent une quête d'intimité et de prestige, un luxe durement gagné après des années sous les projecteurs. Mais si leur maison impressionne, leur style de vie post-présidentiel est tout simplement éblouissant. Barack, passionné de golf depuis ses années à la Maison-Blanche, où il a joué près de 300 parties, fréquente désormais les parcours les plus exclusifs du monde. Des fairways luxuriants d'Hawaï aux links légendaires d'Écosse, il s'adonne à son sport favori dans des clubs où une adhésion peut coûter des centaines de milliers de dollars. Le golf n'est pas qu'un passe-temps, c'est une porte d'entrée vers un monde d'élite où le luxe est omniprésent. Et les voyages des Obama? Ils redéfinissent le glamour. On les aperçoit naviguant sur des yachts avec Oprah Winfrey et Tom Hanks, se prélassant sur la côte amalfitaine en Italie ou séjournant au Brando Resort en Polynésie française, un paradis où des villas avec piscine à débordement coûtent jusqu'à 20 000 $ la nuit. Un moment inoubliable? En 2017, Barack défie les vagues en kitesurf avec le milliardaire Richard Branson, une image de liberté pure qui montre un homme embrassant pleinement les privilèges de sa nouvelle vie. Ces escapades ne sont pas de simples vacances, elles sont l'expression d'un style de vie réservé à une poignée de privilégiés, où l'aventure rencontre l'opulence. Pourtant, Obama ne se contente pas de dépenser sa fortune, il la fait fructifier. En 2018, lui et Michelle signent un contrat monumental avec Netflix, estimé à 100 millions de dollars, pour lancer IG Grund Productions, leur société de production. Ce n'est pas une simple aventure hollywoodienne, c'est une mission pour raconter des histoires qui inspirent et provoquent le changement. Leur premier projet, American Factory, un documentaire sur les tensions dans une usine chinoise aux États-Unis, remporte l'Oscar du meilleur documentaire en 2019, prouvant leur influence dans l'industrie du cinéma. IG Grund enchaîne avec des projets sur le changement climatique, l'égalité raciale et le leadership, consolidant leur rôle de narrateurs mondiaux. En parallèle, un partenariat avec Spotify pour des podcasts exclusifs, porté par la voix charismatique de Barack et le charme accessible de Michelle, devient un succès instantané. Ces initiatives ne sont pas qu'une question d'argent, elles montrent comment les Obama utilisent leur plateforme pour façonner les récits de demain, tout en bâtissant un empire médiatique. Mais au-delà du luxe et des projecteurs, une question persiste. Comment un homme qui a grandi dans des circonstances modestes reste-t-il fidèle à ses racines? La réponse réside dans la philanthropie, un pilier de la vie d'Obama. En 2014, il lance la Obama Foundation, une organisation qui forme des leaders à travers le monde, avec des programmes comme la Global Girls Alliance, qui aide à scolariser 98 millions d'adolescentes non scolarisées. Pendant sa présidence, il fait un geste audacieux. En 2009, il donne l'intégralité de son prix Nobel de la paix, 1,4 million de dollars, à 10 organisations caritatives, dont Fisher House pour les vétérans et le Clinton Bush Haiti Fund pour la reconstruction d'Haïti après le séisme de 2010. En 2015, lui et Michelle versent 64 000 $ à 34 œuvres caritatives, soutenant des causes allant des droits des femmes à l'autonomisation des jeunes. Ces dons ne sont pas des gestes isolés, ils reflètent une conviction profonde. La richesse doit servir le bien commun. Cette philanthropie s'entrelace avec une histoire plus personnelle, celle de la famille et de la résilience. Prenons l'exemple de Lisa Azuelo,
une réalisatrice française dont le film Mon bébé explore les complexités de la maternité, un écho à l'histoire d'Obama. Lisa, élevée dans des pensionnats après la séparation de ses parents, a surmonté un sentiment d'abandon pour devenir une mère dévouée et une artiste accomplie. Dans une interview avec Le Parisien, elle confie « Je n'ai pas eu beaucoup d'enfance, mais j'ai veillé à ce que mes enfants m'aiment ». Cette quête de guérison résonne avec Obama, qui a transformé l'absence de son père en une force motrice pour créer un avenir meilleur pour sa famille et le monde. Comme Lisa, qui a pardonné à sa mère Marie Laforêt pour avoir privilégié sa carrière, Obama a su transcender les défis de son passé pour bâtir un héritage d'amour et d'impact. Alors, quel est le secret du succès d'Obama? Ce n'est pas seulement l'argent, bien que sa fortune, estimée à 70 millions de dollars en 2025, soit impressionnante. C'est sa capacité à saisir les opportunités, qu'il s'agisse d'un contrat d'édition, d'un investissement immobilier ou d'un projet médiatique, tout en restant fidèle à une mission plus grande. Ses manoirs, ses voyages et ses productions Netflix sont les fruits d'une stratégie minutieuse, mais c'est son engagement à changer des vies, que ce soit par un discours, un livre ou une fondation, qui fait de lui une figure unique. Cette histoire vous a-t-elle surpris? Dites-le en commentaire. Quelle facette de la vie d'Obama vous fascine le plus? Son ascension financière, son style de vie glamour ou son dévouement à la philanthropie? Si ce récit vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations des vies qui redéfinissent le succès.